petit zoom sur les projets. On a tous des projets, hein, même si on est dans la grande série automobile dans sa production. On va installer des nouvelles machines, on va lancer un nouveau produit, on va industrialiser ceci, etc. Donc les projets, on est d'accord, il y en a partout. Et la théorie des contraintes est redoutable là-dessus. La moitié de notre activité autour de la théorie des contraintes concerne en fin de compte les projets, en particulier les projets de développement de nouveaux produits, hein, parce que il y a déjà une pression forte sur les usines pour produire, coût de revient, etc. Mais il y en a une autre aussi, également aussi forte, qui est les produits, il faut les développer de plus en plus vite, et ils vont durer de moins en moins longtemps, etc. Il faut vraiment accélérer ça. Et la théorie des contraintes est très forte là-dessus. Est-ce que certains d'entre vous ont lu le livre de Elie Goldratt qui s'appelle La chaîne critique? Personne? Effectivement, il est peu connu. C'est bien dommage, vous verrez en différents ouvrages si vous voulez regarder ça. Et ça permet grosso modo de réduire les durées de vos projets de moitié et d'augmenter de 50% l'efficience des moyens utilisés, donc de sortir 50% de plus de produits par an, etc. C'est redoutable. Ça, c'est des données qui sont issues d'un livre que je n'ai pas amené, mais un livre de référence de 2014-13. De Jerry Kendall, qui fait ça depuis qu'il est né. Et ça, il a fait un recensement de 59 entreprises qui ont publié les résultats sur leurs projets. Et donc, on a en moyenne une durée de projet réduite de 39%. Et c'est difficile de savoir hein, quand on mesure la productivité du monde des projets, hein, parce que les projets passés, est-ce qu'ils ressemblent au futur, etc. Donc, pour ce que ça vaut, quand c'est des sociétés d'ingénierie qui font des projets, ben, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur le chiffre d'affaires, le débit des ventes, plus 53% quand même. Et quand c'est des bureaux d'ingénierie qui développent des nouveaux produits, plus 70%, moyen équivalent d'efficience, de productivité. Okay, donc notre expérience, c'est celle-là aussi, c'est redoutable. Et comme d'habitude, c'est parce qu'il casse tout, Elie Goldratt, et il fait la remarque suivante. Bon, on a un projet, par exemple, de développement d'un nouveau produit, qui va prendre 4 mois en proof of concept au début, 16 mois pour faire le prototype, et 12 mois pour faire la pré-série. OK? Partons de cette hypothèse. Et peut-être que nous avons une salle qui est entièrement exceptionnelle sur ce point. En général, à travers le monde, on dit qu'il y a seulement 30% des projets qui terminent à l'heure. Hein. Que ce soit le tunnel sous la Manche, ou le lancement d'un nouveau produit, ou d'un nouvel avion, etc. Donc ça, c'est ce qu'on avait prévu. Et puis, il a un retard qui, parfois, va assez loin par rapport aux démarches initiales. Donc ça peut traîner beaucoup, hein, et quand les gens se plaignent de ne pas avoir assez de produits, de demandes pour leurs produits, malheureusement quand on regarde c'est qu'ils ont perdu leur avantage compétitif sur leurs produits, et c'est ça le problème, hein, c'est pas les charges sociales, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça, hein? La personne va lancer un nouveau produit, on va voir la personne qui fait la première étape, on lui dit voilà j'ai ce nouveau produit, voilà à quoi il ressemble, quand est-ce que tu peux m'avoir fait la première étape? Et la personne réfléchit, fait semblant de faire un calcul, parce que c'est complètement impossible de calculer le temps unitaire de ce genre de choses. Hein. Prouver le concept d'un nouveau médicament ou d'un nouveau machin, ça va prendre 10 minutes ou ça va prendre 10 ans. Hein. Alors il fait semblant de calculer, en fin de compte il donne un chiffre qui est à peu près la même chose que la dernière fois, et il dit 4 mois. Okay. Après on va dans le prototype, pareil. Si je t'amène le début septembre ton nouveau produit, etc., tu vas prendre combien de temps pour faire le prototype? Pareil, il fait semblant de réfléchir parce qu'il n'y a pas de référentiel. Hein. Ben, un prototype, ça peut être très simple ou ça peut être quasiment impossible selon l'audace du développement. Et pareil, il va probablement donner une réponse qui est très proche de la dernière fois. Hein. Donc de l'ordre de... Oh, il va probablement dire 20 mois. Pour l'autre, non, c'est urgent. Ah bon, d'accord, 16 mois. OK. Et il répète et il a 12 mois. Et voilà, on a un programme. OK. Comme en production, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a le temps copo, il y a le temps réel de réalisation et la marge de sécurité qu'on s'est donnée. Hein. Donc, vous savez bien, dans une usine, la proportion du temps où on est vraiment en train de travailler sur un produit par rapport à la durée globale de son délai, c'est des petites proportions, mais c'est pareil en R&D. Hein. Il ne travaille pas dessus tout le temps. Quand il a dit 4 mois, ça ne veut pas dire que pendant 4 mois, il va travailler dessus. Okay. Donc, il s'est mis une marge de sécurité. Pourquoi ? Pour pouvoir garantir qu'il va respecter son délai. Donc ici, quand il a dit 4 mois, c'est pas qu'il a 4 mois de travail, c'est que il a peut-être imaginé qu'il a 2 mois de travail, il s'est dit, bon, pour être sûr que je tienne mon délai, je mets 2 mois en plus. Et chacun fait pareil. Okay. Et de notre expérience, effectivement, on peut dire que c'est de l'ordre de 50%, voire beaucoup plus, de sécurité, de marge. D'accord ?
Alors bien sûr, ça peut varier d'une étape à une autre. Je prends la pharmacie, où on fait beaucoup de ce genre de choses. Quand il y a une étape de stabilisation où il faut mettre le truc au frigo pendant un an, ça se comprime pas. C'est législatif, on n'y peut rien. Et voilà, et on est parti. Donc on a fait ça, et on lance le projet. Est-ce que la personne sur la première étape commence le premier jour? Ah non, il a 2 mois de marge. Il est en train de terminer le produit en retard. D'accord? Il le fait, et au lieu de prendre 2 mois, ça lui prend 2 semaines. C'était facile. Est-ce qu'il crie victoire et il apporte au suivant? Non. Pourquoi? Parce que s'il fait ça, la prochaine fois, on lui dit bah, tu t'avais dit, à chaque fois tu exagères, il y en a pour 2 semaines. Donc la prochaine fois, ce sera 2 semaines. OK? Donc il est impossible qu'il prenne de l'avance là-dessus. Okay. Tout ce qui peut lui arriver, c'est que finalement, il a un vrai problème, ça n'a pas été facile, où il y a eu beaucoup plus d'aléas, ou beaucoup plus de multitâches, ou de changements de priorité, et il va terminer en retard. Donc on crée un système dans lequel on ne peut pas prendre de l'avance, on peut seulement prendre du retard. Et on finit nos projets en retard. C'est aussi simple que ça. Et tous les projets du monde sont plutôt dans cette logique. Les gens s'engagent sur une date. OK? Et le bon, il va terminer, d'ailleurs, non pas à date, il va terminer 3 jours plus tard en sueur, en disant voilà, c'est fait, chef. Hein, pour montrer que c'était quand même un effort. Et jamais il va le faire en avance. Sauf le petit jeune naïf qui arrive. Oh, chef, j'ai terminé avec 2 semaines. Non. Donc on a ça. Et Goldratt, comme d'habitude, il revient, il dit la somme des optimums locaux n'est pas l'optimum global. Ne cherchez pas à optimiser. Ça ne sert absolument à rien à savoir quelle est cette date. Ça ne sert absolument à rien à savoir quelle est cette date-là. La seule qui compte, c'est quand mon produit sera sur le marché. Donc moi, j'ai qu'un engagement qui m'intéresse, c'est quand le produit sera time to market. Les autres, c'est du détail, c'est dans l'optimum local, c'est interne. Okay, et donc, on va oublier les dates. Les gens n'ont plus besoin de s'engager sur une date. Okay, tout ce qu'on leur demande, c'est une estimation du temps moyen que ça pourrait leur prendre pour faire ça. Leur temps moyen. Et d'ailleurs, on leur dit leur temps moyen en focalisé monotâche. Imagine que tu n'es pas embêté par tout ton multitâche, tes multiprojets, etc. Ça te prendrait combien de temps de faire ça? Okay, et c'est pour ça que, par exemple, quand on a des étapes pour écrire des rapports, quand on doit, je sais pas moi, certifier que le prototype est bon, etc., qu'on a un rapport de 20 pages à faire, c'est quand même étonnant quand on trouve 2 semaines dans les plannings pour le faire. Ça fait genre un mot à l'heure. Hein, bah oui, parce qu'il s'est donné 2 semaines pour trouver les 2 heures qu'il lui faut entre 2 trains, etc., pour l'écrire. Okay, donc normalement, on passe de 2 semaines à 2 heures dans le planning. Et on avance comme ça. On enlève donc tous ces temps de sécurité, on les regroupe et on les met collectivement pour l'ensemble de l'équipe à la fin. D'accord? Et parce que on ne va pas en gaspiller une grande partie, on dit, mais ça c'est juste empirique, hein, c'est une expérience du terrain, la première fois, on va enlever la moitié de la sécurité. Donc là où on avait 2 plus 8 plus 6 mois de sécurité, on prend les 16 mois qui sont dissimulés dans le système, on coupe en 2 et on met 8 mois à la fin. Ce qui donne quand même des projets où il y a à peu près un tiers du cycle qui est en sécurité collective. Okay, ça, c'est la partie qu'on a imaginée, et ça, c'est ce qu'on appelle un buffer. Okay, et il est collectif, il appartient à tout le monde. Et après, on exécute, et ça devrait donner quelque chose comme ça. Et excusez-nous, en français, tout le monde cherche encore le mot, donc les gens l'appellent encore le fever chart, le graphique des températures de son origine américaine. On a ici l'avancement de la chaîne critique. Je n'aurai pas le temps de vous faire la différence entre une chaîne critique et un chemin critique. C'est les cousins proches, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc cette partie-là, cette partie ici, hein, ça c'est la chaîne critique là. Okay, après, il y a le buffer, les 8 là, qui sont sur l'autre axe, qui sont là. Okay, donc si on prend l'exemple que je viens de vous situer, on a 16 mois ici et 8 mois là. Vous me suivez? Et après, on exécute. Donc on part du début. Et c'est parfaitement normal qu'on consomme du buffer dès le début. Ça arrive. Hein, on a juste donné dans un monde aléatoire où aucun temps unitaire est juste, etc. On est en créatif, on n'en sait rien. On consomme tranquillement du buffer et on suit. Et si ça commence à prendre trop de retard, on réagit, on se pose des questions. Et on termine en avance. Le seul moyen d'être sûr dans un monde aléatoire de terminer tous ces projets à l'heure, c'est de viser de les terminer en avance, c'est de faire en sorte que régulièrement on les termine en avance pour ne pas avoir des surprises de dernière minute. Et c'est ça la chaîne critique, et ça marche très bien. La même chose en portefeuille, donc ça c'est un monoprojet. La même chose en portefeuille, c'est très simple. On prend on est une société qui a 20 produits en cours de développement.
Bah voilà, on gère le portefeuille de cette manière. Et les réunions de gestion de portefeuille, au lieu d'être des engueulades et des mensonges divers et variés sur tous les projets qui sont en retard, bah, ils ont 85% des projets qui ont terminé en avance. Et ils ont juste à décider qu'est-ce qu'ils font avec ces deux-là pour la mettre dans le plan. C'est aussi simple que ça. Voilà pour la chaîne critique.